Juste, je reprécise que la création, il y a le long métrage, mais il y a aussi le court métrage. Donc vous allez découvrir juste avant le film, c'est un film qui est issu du catalogue Quartier Libre de Cinéma 93, que vous connaissez certainement puisqu'ils sont régulièrement au Méliès. Je vais laisser la parole à Corinne Bopp de l'association Périphérie, qui est située à Montreuil mais qui rayonne sur toute la Seine-Saint-Denis et qui va vous présenter le film. Alors, non, je ne vais pas vraiment vous présenter le film, mais peut-être la réalisatrice un petit peu, qui est là avec nous, Pojina Panayotova, et qui voit rouge. Et se retrouve dans de sacrées difficultés pour chercher la vérité sur ce qu'ont pu vivre ses parents. Donc c'est un film extrêmement vif, pas dénué de conflit, de suspense, comme son titre l'indique, vraiment, je vois rouge. Eugéna, tu veux peut-être nous en dire juste un petit mot avant qu'on voit le film ? Oui, je ne vais pas vous dire grand-chose sur le contenu du film. Enfin, voilà, je vais juste vous raconter un peu le cheminement. C'est un film qui s'est fait de façon assez sauvage. Voilà, comme on dit, les films sauvages qui se font hors circuit, au départ en tout cas. Moi, je me suis plutôt préparée à faire de la fiction. J'ai fait une école de cinéma, j'étais plutôt partie sur la route de la fiction. Et il y a une mouche qui m'a piqué à un moment donné, qui est très liée à Montreuil d'ailleurs. Pour moi, ça a du sens d'être là ce soir parce que pour moi, le documentaire est vraiment lié aux rencontres du cinéma documentaire. Ben, c'est vrai, c'est trop gentil qu'organise Corinne. Enfin voilà, les premiers films que j'ai découverts qui m'ont vraiment percuté, c'était ici, au Méliès. Et puis ensuite, l'atelier documentaire qui m'a ouvert ses portes pour faire mon premier film, un court-métrage documentaire. Et puis ensuite, Périphérie, qui est une association qui permet aux réalisateurs de venir monter leurs films. Donc voilà, moi j'ai pas mal sillonné la ligne 9 avec mes disques durs pour venir jusqu'ici. Et voilà, et ça s'est fait de façon donc très sauvage au départ, mais il y avait toujours je pense, le rêve que ce film soit vu en salle, que ce soit un film de cinéma. Et ça, voilà, c'est un rêve qu'on a partagé avec Roy Arida, mon producteur, qui a vraiment travaillé de façon... je sais pas comment dire, avec sûrement la même obstination que voilà, moi dans ce film, comme vous allez voir, j'ai une certaine obstination et voilà, et ça, pour moi c'est un grand merci, voilà, à Roy et au collectif de réalisateurs, producteurs avec lequel il travaille, qui s'appelle Stank, et qui donne vraiment confiance dans le fait que le cinéma, que tout est possible, quoi. Voilà. Et donc le film va sortir en salle, voilà, grâce à ce boulot qu'on a fait. Il va sortir en salle le 24 avril. Donc voilà, là c'est une sorte d'avant-première. Si ça vous plaît et que voilà, vous restez pas forcément après pour la discussion. Parlez-en autour de vous, ou en tout cas, voilà, suivez, il va sortir, il sera en salle. Merci. Moi, Est-ce que vous voulez dire un mot ? Et je voulais bien poser une question à Christelle. C'est très intéressant cette manière de présenter des longs métrages, fiction et documentaire, à partir du moment où il s'agit de cinéma. Moi, je trouve ça toujours très très fructueux, et du coup juste peut-être un mot sur ça, sur cette proposition de sélection du festival. Alors juste, oui, effectivement, et même sur comment et qui sélectionne les films. Donc en fait, c'est les programmateurs de l'ensemble des cinémas du réseau, donc ils sont au moins 6 à avoir participé, parfois plus. Et l'idée, donc, il y avait quand même quelques critères, donc vous avez compris, premier ou deuxième film de long métrage. On souhaitait aussi que les réalisateurs soient présents, ça c'est quand même un critère, et on souhaitait au maximum que ce soit une avant-première pour notamment que le jury découvre le film en salle avec nous et que le film n'ait pas été vu auparavant.
Notre volonté aussi, on est tous des cinémas publics et notre mission aussi, c'est de valoriser et défendre tout au long de l'année la diversité du cinéma. Et donc ça se passe aussi dans le cadre d'un festival. Je sais que justement c'est difficile pour le jury parce que non seulement il y a des fictions, il y a du documentaire, mais il y a aussi des films d'animation. Donc c'est pas forcément simple, mais on considère que que documentaire, fiction, animation, c'est du cinéma. Et donc, il n'y a pas de raison de cloisonner les genres. Voilà. Ça me semble très très riche. Merci beaucoup Christelle, merci beaucoup Bojena. Et on se retrouve à l'issue de la projection. Très belle projection. Alors, Bojena, je vais peut-être commencer, puis comme ça je vous laisse juste le temps de penser à vos questions ou remarques. Je vais commencer par une petite chose qui n'est pas une si petite chose du film en fait. C'est cette présence de l'auto-école, de Toi dans la voiture, et de ce moniteur assez extraordinaire. Et je veux bien que tu nous expliques comment en est venue l'idée, comment ça a trouvé sa place dans le film, peut-être même comment ça a pu structurer des éléments, parce que c'est le sentiment qu'on a quand on regarde, on se dit tiens, là, cette personne a une place très particulière et certainement nécessaire parce que le face-à-face avec les parents est difficile, tendu, et tu es un peu... Alors, non, tu n'es pas seul, on a bien compris que tu as un micro très fort qui t'attendait très fortement, qui attendait ton retour. Donc tu n'es pas seul comme ça, mais dans ta quête, là, tu es quand même un petit peu seul, avec ton courage et ta pugnacité. Et donc, je veux bien que tu nous parles de la place de cette personne. Oui, alors c'était une des premières décisions, en fait, avant même de savoir de quoi allait causer ce film. Je m'étais dit, je cherchais un prétexte pour retourner vivre un bout de vie bulgare. Et je m'étais dit, voilà, je vais passer mon permis de conduire parce que j'ai jamais eu de diplôme en Bulgarie, j'ai pas fait d'école là-bas, voilà. Donc passer mon permis, ça avait un sens pour essayer de rattraper quelque chose d'un chemin bulgare. Et puis tout bêtement, je me disais, voilà, je suis toujours perdue dans cette ville, ça va m'aider, je vais me réapproprier les rues en les sillonnant comme ça, voilà. Et puis je vais enregistrer, voilà, je m'imaginais que je pourrais avoir une conversation avec mon moniteur. Et voilà, et donc j'ai cherché, j'ai rencontré je suis allée voir quelques auto-écoles, quelques moniteurs, et celui-là, voilà, tout de suite, ça a été un coup de foudre. Parce qu'il incarnait une sorte de nonchalance, je dirais, de sagesse populaire comme ça, qui te dit tout le temps, oui, bah évidemment, les choses sont comme ça, on était tous espions, enfin, quelque chose qui donnait l'impression que tout était à la fois très léger et en même temps un peu énigmatique, comme si toujours il y avait anguille sous roche, comme si... voilà, il parlait par énigme. Voilà, d'ailleurs, lui-même, enfin, c'est assez drôle parce que finalement la scène a été coupée, mais à un moment donné, je lui demande, mais qu'est-ce que tu faisais, toi, en fait, sous le régime? Et il se trouve qu'il était chauffeur, en fait, de quelqu'un de la nomenclatura, en fait. Il était, voilà, il m'a fait comprendre qu'il en avait vu des choses aussi. Et entendu.
entendu, bien sûr. Certainement. Donc voilà, c'est... Et puis il était voilà, un complice très très vite, c'est-à-dire que on a... Enfin, ça s'est très vite fait entre nous de se dire ok, bah, on va filmer, tu vas être mon chef-op, hein, parce que c'est un peu ça concrètement. On mettait la caméra, enfin, c'est lui qui a trouvé le système d'accroche de la caméra, et puis c'est lui qui l'installait, on vérifiait ensemble, et puis c'était parti, quoi. Et voilà, donc ensuite, donc j'ai enregistré beaucoup d'heures, évidemment, avec lui. Il y en a plein qui ne sont pas dans le film. Et il y a eu ce moment vraiment crucial qui a lancé quelque chose dans le tournage où voilà, je me suis mise à lui parler de ma famille. En parallèle, de toute façon, il y avait ces manifestations dans la rue qui faisaient déjà résonner toute cette question de la police secrète et du passé, voilà, un retour sur le passé. Mais voilà, quand je lui ai raconté un peu ma famille et qu'il m'a dit, bah voilà, bien sûr, enfin voilà, la scène que vous voyez au début du film, voilà, ils étaient bah, sûrement dans la police secrète, comme une chose très banale. Voilà, c'est là que je me suis dit, ok, là ça a lancé quelque chose même de la dramaturgie, et aussi ça m'a confirmé qu'il jouerait sûrement un rôle comme ça un peu comme voilà, dans la tragédie grecque, il y a le chœur, quoi, le coryphée qui est là en commentaire, voilà, mon confident, quoi. Et effectivement, le fait qu'il soit pas de la famille, qu'il soit extérieur, avec un regard distant, amusé aussi, c'était voilà, la touche potentiellement comique, quoi, aussi dans le chemin. Donc voilà. Et puis j'aimais bien, au fur et à mesure quand on a monté, effectivement ça a structuré quelque chose, pas tellement sur les informations, à part cette première scène où quelque part il lance l'action, mais plutôt sur l'état de mon personnage et comment dire, jusqu'où je peux aller, voilà, il a commencé à dessiner le fait qu'il y avait peut-être des limites, que peut-être j'allais aller trop loin, attention, enfin voilà, ce genre de choses. Et qu'il était comme une sorte de conseiller, en fait. Voilà, il m'apprend à conduire, à me conduire, enfin voilà, il y a une espèce de métaphore, je pense, avec laquelle on a joué. Est-ce que aussi il jouait le rôle de ne pas être ni un artiste ni un intellectuel, ce que sont tes parents, hein, c'est-à-dire d'être d'un autre milieu, et que peut-être il y avait aussi là quelque chose qui était une espèce de présence des gens de Bulgarie qui ne sont justement pas des artistes ou des intellectuels, mais qui sont des gens voilà, de la quotidienneté, enfin. Ouais. Bah, d'ailleurs, enfin, ça c'est quelque chose qui est assez typique des pays de l'Est, enfin, et des régimes totalitaires de l'Est, quoi. C'est que bah, justement les intellectuels avaient une place quand même particulière dans la société, c'est-à-dire que ils avaient certains petits privilèges. Enfin, le mot, c'est ce mot problématique avec mes parents, mais qui est quand même central hein, dans toute la recherche. Et pour les gens qui n'en font pas partie, c'est une évidence. C'est-à-dire que bah, tu étais écrivain, peintre, enfin que sais-je, voilà, ou prof à la fac. Bah, déjà, quelque part, tu étais quand même du côté du pouvoir. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui était compliqué pour moi, hein, parce qu'en plus en France, enfin voilà, on a un autre rapport, je pense, aux intellectuels. Enfin, on se dit pas que c'est des vendus du pouvoir, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas les mêmes schémas, quoi. Ah, il y a un débat déjà. Non, mais en tout cas, en Bulgarie, c'est marqué il y a une autre couleur, quoi. Parce que il est vrai que la dissidence en Bulgarie a été assez petite. Enfin voilà, c'est pas, disons que les intellectuels dissidents se comptent sur les doigts d'une main, et qu'il y avait une forme de collaboration pour pouvoir voilà, enfin, avoir une carrière. Voilà. Et je pense que dans le conflit, notamment avec mon père, il y a beaucoup de ça qui joue. Parce que c'est comme si
Bah voilà, pour lui, c'est pour pouvoir exister en tant qu'artiste, effectivement, il y avait, il fallait être dans les endroits où se jouait le pouvoir, mais pour autant, ça ne fait pas de lui un collabo. Voilà, c'est cette ligne-là, quoi. Est-ce que vous voulez réagir tout de suite? Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vos parents l'ont vu ou vont le voir? Ah bah oui. Oui. Je l'aurais pas fini sans eux, tu vois, sans leur... Enfin, vous, je te tutoie directement, pardon. À la bulgare, on fait comme ça en bulgare, on se tutoie tout de suite. Oui. Alors, ça a été un long processus qui n'est pas terminé, hein, mais... En gros, voilà, ma mère, pendant le tournage, à un moment donné, a vraiment mis son veto. Ensuite, elle m'a dit « Ok, peut-être qu'il y aura un film, alors je vais être dans la salle de montage avec toi. » Donc, c'était difficile, pas possible. Donc, il y a eu comme ça un long moment de silence avec elle, enfin, surtout avec elle. Et puis, petit à petit, chacune a fait du chemin. Elle s'est mise à se réapproprier un peu l'histoire. Elle a eu envie d'écrire un roman, en fait, qui raconte cette même histoire de son point de vue et où elle fait de moi un peu son personnage, où voilà, je suis la fille qui poursuit sa mère avec une caméra, la lâche pas, et puis du coup, elle poursuit l'enquête. Elle va plus loin dans l'enquête que ce que fait le film. Et en fait, petit à petit, une fois qu'elle s'est lancée dans ce travail-là, eh ben, elle s'est mise à me demander les rushs, en fait, les images du film, parce que pour nourrir, elle, son travail d'écriture. Et donc, on a commencé à être beaucoup plus dans un rapport de complicité, en s'amusant un petit peu de ce côté, on fait on se crée des personnages quelque part, quoi, même si tout ça est un pacte documentaire dans son livre aussi, mais quand même, on joue. Donc voilà, donc oui, elle l'a vu et revu et re-revu. Ce soir, elle aurait même dû être là, en fait, mais elle n'a pas pu, elle était malade, enfin bref, elle n'a pas pu venir. Mais donc maintenant, elle le présente avec moi, le film, elle a plein de choses à dire. Voilà, et mon père aussi, mon père, en fait, le film, il a été présenté il y a déjà 1 an à Berlin, et puis il est sorti en salle en Bulgarie, et donc, voilà, c'est... Ouais. On va revenir là-dessus, parce qu'il y a sûrement des tas de choses à dire, mais moi, ce que je voulais te poser comme question là, c'est que tu viens de me raconter un peu le désir de faire du documentaire pleinement, avec une dimension documentaire, mais aussi d'introduire de la mise en scène qui aille vers la fiction, qui est une ampleur de cinématographique, y compris en empruntant des choses qui pouvaient amener à des idées de fiction. Alors d'abord, est-ce que ta mère, dans son travail d'écriture, elle a ce même désir? Oui. D'être entre les deux? Oui, c'est exactement... c'est le pendant littéraire de la même démarche. Oui, parce que tu dis roman. Ouais, je dis roman, mais comme c'est les romans d'Emmanuel Carrère, quoi. Ouais. Voilà, c'est... ceci est arrivé, je suis... même, en l'occurrence, elle est le protagoniste principal, on rentre dans sa tête, quoi. Voilà, il y a un monologue intérieur avec des dilemmes dans tous les sens, etc. Mais je suis toujours en train de jouer... avec des sortes de, comment on peut dire, d'archétypes ou de codes, donc soit littéraires, soit, enfin, voilà, là on est dans l'espionnage, dans son roman aussi, enfin, et aussi dans le rapport mère-fille, hein, dans son roman plus que dans mon film encore. Et en fait, on essaye que le spectateur soit conscient de cette zone-là, c'est-à-dire qu'on est dans une zone où ce que vous voyez est arrivé. Ça a été pris sur le vif quelque part, mais ne soyez pas dupes. Il y a un montage, on a mis tout un tas d'ingrédients qui font que, effectivement, on emprunte à de la fiction aussi. Alors oui, je pourrais vous parler de ça. Tu veux que je développe Oui, moi je pense, enfin on vient d'en parler, mais je pense à cette séquence qui je trouve absolument savoureuse,
où toutes les deux, dans la voiture, vous passez des coups de fil et puis vous y allez. Et comment tu introduis des archives. Tu ne vas pas tourner le trajet réel, mais vous êtes toutes les deux avec vos lunettes en plus dans la voiture. Enfin voilà, c'est les deux héroïnes qui vont aller se confronter enfin à l'homme qui détient la clé de cette histoire. Et la manière dont c'est monté, clairement, on part dans un film d'aventure. Et en même temps, bien sûr, on n'a pas de doute sur l'authenticité absolue de ce qui est en train de se passer. Donc, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Bah, ça, c'est un moment où, effectivement, on est à la fois dépassé par ce qui nous arrive, et donc un petit peu comme ça en panique, je pense, et aussi quand même un peu excité parce que je pense qu'on sentait toutes les deux... en fait, c'est un truc du documentaire assez classique. À partir du moment où il y a une caméra, on sait qu'on n'est pas que toutes les deux. Voilà, il y a un spectateur qui est là quelque part, et donc... sans que ce soit quelque chose de dit, ou enfin peut-être même pas conscient, on va surjouer peut-être, ou en tout cas mettre en avant une certaine partie de nous, ou, enfin je sais pas, mais on va jouer quelque chose, sans que ce soit faux pour autant. Hein. Pour moi, c'est pas du tout voilà, contraire au fait qu'il y a une vérité qui se révèle, même au contraire, hein, c'est vraiment un condensé quoi, de réel. Mais voilà, il y avait de ça, et je pense qu'effectivement il y avait vraiment une excitation de comment dire ça, on est en train à la fois de jouer et de mettre le nez dans quelque chose qui est de l'ordre du pouvoir, de l'ordre des hommes. Enfin, d'ailleurs, il y avait un truc assez marrant, c'est que juste avant qu'on prenne la voiture, moi je lisais plein de livres à ce moment-là sur toutes ces questions, et notamment il y a plein de littérature en Bulgarie écrite par des anciens agents, en fait, des gens qui font plutôt l'éloge de ce métier. Et donc il y en avait un que j'avais lu, on l'appelait l'agent le Mitko, la Gestapo, ou un truc comme ça, voilà, enfin un mec qui avait été assez important dans la police secrète, et il commençait son livre par une petite citation en exergue comme ça de Cicéron qui disait avec le temps j'ai appris à apprécier l'immense valeur du silence viril, et j'avais lu ça à ma mère, voilà, juste avant qu'on rentre dans la voiture, et il y avait un truc quelque part, il y avait, je sais pas, quelque chose d'absurde et de drôle, où on savait quoi, que toutes les deux on était en train de faire exactement l'inverse, qu'on était en train de d'une façon plutôt féminine, ou disons en tout cas en Bulgarie, effectivement, voilà, ce côté un peu confidence de femme, et on parle, et c'est pas la politique qui appartient aux hommes. Ma mère avait vraiment me répétait tout le temps, mais si tu veux poser des questions sur la politique, il faut absolument que tu parles à ton père, c'est lui qui sait, moi je sais rien du tout, cette question-là je la maîtrise pas. Et voilà, et moi ce que je trouvais génial, c'était qu'à un endroit, en faisant ça, en faisant ces séquences-là, en se prêtant un peu à ce jeu, c'était une manière de reprendre le pouvoir en fait, mais par un autre, comme un autre chemin quoi. Voilà. C'est ce que j'appelle le côté Thelma et Louise de la séquence. Et effectivement, après cette séquence, voilà, c'est aussi quelque chose qu'on a trouvé au montage, quoi, une manière d'appuyer sur, on joue à des James Bond girls, on s'y croit pendant 2 secondes qu'on va aller, nous aussi, faire notre enquête, et on va s'inventer notre thriller familial, quoi. Mais tu reviens sur Berlin, la présentation du film à Berlin, la présence de tes 2 parents, un petit peu, tu nous expliques un petit peu ce qui s'y est passé? Oui. Donc Berlin, il y a Berlin-Est là-bas, donc c'était très... ça a résonné très fort, je pense, avec aussi l'histoire de l'Allemagne, le fait qu'ils ont quelque chose en commun avec la Stasi, même si justement, contrairement à la Bulgarie, eux, ils ont ouvert en fait très vite leur dossier
Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus digéré en fait dans les pays de l'Est comme la Bulgarie. Tout ça c'est encore un peu tabou, c'est encore ces dossiers, c'est des, comment dire, la vérité n'est pas forcément, enfin n'est pas dedans parce qu'ils ont été détruits pour la plupart. Ceux qui étaient vraiment gênants en tout cas ont été détruits et maintenant on les utilise pas mal pour enfin, on manipule, disons, pas mal de gens avec ça, quoi, en les décrédibilisant. On leur sort un dossier au moment où ils veulent se présenter, par exemple, aux élections, enfin, voilà, ce genre de choses. Donc, c'est un sujet sensible. Et voilà, et Berlin, c'est vrai que moi, j'ai eu ce sentiment où, voilà, que c'était comme une sorte de, voilà, d'endroit où les gens ont une culture de fouiller dans le passé, se poser des questions sur... leur famille, voilà, que ce soit le passé communiste, la Stasi ou bien la Seconde Guerre, quoi. Voilà, c'est quelque chose qu'ils ont bien en main, quoi. Et donc, voilà, après ça a été un moment très émouvant parce que ce film, donc comme vous l'avez compris, hein, ça s'est fait à l'huile de coude, quoi, au départ. Donc, voilà, Berlin, c'était quand même une sorte de consécration, quoi. Enfin, je sais pas, mais c'était très important. Et mes parents ont fait ce débat aussi. Voilà, ils sont venus l'accompagner et c'était plus ou moins facile. Voilà, notamment, voilà, il y avait des gens de ma génération, des Allemands, quoi, qui sont mis à parler à mon père en lui disant que, mais quand même, il avait le devoir de parler. Aujourd'hui, du coup, il s'est mis à... Enfin, c'est parti en débat comme ça, assez enflammé. Ici, c'est beaucoup plus mesuré, je pense. Mais voilà, Berlin. Ouais. Alors, du coup, il y a deux éléments. Le problème par rapport à la Stasi, impossible et quand on voit votre film, on y pense immédiatement, impossible de ne pas penser à la vie des autres. Le film allemand qui aborde cette question-là, de cette manière, enfin pas de la même manière parce que c'est une fiction, mais qui aborde quand même le même sujet, avec un schéma très complexe autour, mais qui est vraiment passionnant. Et puis, deuxième point, du coup, on a parlé de Berlin, et du coup, comment ça s'est passé en Bulgarie? Vous dites à la fin que le sujet est relativement tabou, ce que vous redites ici. Est-ce qu'il a été beaucoup vu? Est-ce que ça a posé débat? Est-ce qu'au contraire, il est passé sous le tapis? Ouais, alors je commence par celle-là. Bah, du coup, il est sorti en Bulgarie. C'est une petite sortie, mais parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup de salles art et essai. Enfin, c'est un créneau difficile, quoi, le documentaire en plus. Mais oui, il est sorti et ça a été... ça a été un grand moment parce que c'est un sujet donc effectivement encore tabou et ça provoque des émotions, quoi. Voilà, et puis le film joue avec les émotions. C'est pas un film qui cherche à aller du côté de la recherche historique, quoi. Donc forcément, ça a créé beaucoup d'électricité dans l'air. Et puis ça a ouvert un dialogue, j'espère. En fait. Voilà, il y a ça a fait plein de réactions. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils étaient allés depuis voir leur dossier, ou ils sont allés parler à leurs parents ou leurs grands-parents. Donc voilà, ça a ouvert ces pistes-là. Ça a aussi fait des sortes de débats, quoi, de controverses entre les générations et aussi entre... la Bulgarie, elle est vraiment séparée en deux, quoi. Il y a les rouges et les anti-rouges, ou disons... Voilà, chacun, il y a cette ligne un peu de démarcation. Est-ce qu'on a eu des gens dans la famille qui ont été réprimés ou pas? Et alors ça, tout de suite, ça fait une ligne de séparation. Et moi, je pense que c'était mon but premier, c'était de mettre, de rendre visible cette ligne de séparation pour pouvoir la discuter, pour pouvoir faire quelque chose avec, quoi. Parce qu'elle est présente, hein, dans le film, évidemment. Enfin, d'ailleurs, ça a été une de mes intentions quand je suis arrivée dans ce mouvement de contestation, qui était là tous les jours. Les gens criaient ordure rouge. C'était plein de jeunes en fait qui disaient mais en fait aujourd'hui la mafia c'est les mêmes que les gens qui avaient le pouvoir sous le communisme. On a enlevé le mot communisme, mais en fait c'est le même réseau qui est en place. Et si on veut que ça change et qu'on y comprenne quelque chose, il faut en fait retourner en arrière, 20 ans en arrière, et comprendre comment ça s'est passé. Et la police secrète est derrière toute cette mafia. Et en fait,
moi, ça m'a beaucoup interpellée parce que j'étais plutôt, moi, nostalgique, en fait, de mon enfance, du communisme. J'avais l'impression de venir d'une famille assez ordinaire. Voilà, et puis où les choses s'étaient plutôt bien passées. J'avais pas l'impression que ça avait été si difficile. Et d'un coup, ben, évidemment, si, en remettant le nez dedans, en parlant aux gens, évidemment que voilà, c'était là. Et donc, ces cris, là, Ordre du Rouge, je les prenais un peu, enfin, j'ai l'impression que c'était mes grands-parents, quoi, qui étaient les Ordres du Rouge, ou même moi, quelque part, enfin. Et à partir de là, je me suis dit, ok, en fait, ce que je m'étais imaginé au départ comme forme possible de documentaire, où j'essaierais de trouver des gens qui étaient des deux côtés, genre, voilà, des victimes d'un côté, et puis des personnes qui ont participé vraiment activement à la répression, et je vais essayer de construire un dialogue, vraiment les faire se parler entre eux. Bah, plutôt que de faire ça, je vais le prendre à bras-le-corps à l'intérieur de ma propre cellule familiale, en fait. Et à un endroit, faire mon petit labeur à moi, comme les gens qui sont dans la rue, qui sont voilà, activistes, quoi. Ben, moi, je vais le faire à ma manière, avec un film et en partant de l'intime. Voilà. Donc, tout ça pour dire quoi, je suis repartie très loin, mais voilà, non, oui, en Bulgarie, ça a été, le film continue là de temps en temps, il y a des projections, et il y a quelque chose aussi, je pense, assez fort avec ma génération, parce que c'est comme si maintenant, voilà, 20 ans sont passés depuis la chute du mur, et c'est comme le bon moment maintenant pour commencer à discuter tout ça. Et je pense que quelque part, enfin c'est beaucoup ça qu'il y a eu dans les réactions aussi. Les gens me disaient, tu avais besoin en fait d'être en France pour pouvoir faire ce film-là. Enfin, en fait, nous ici, en restant ici, on pouvait pas s'y coller de manière aussi frontale, quoi, quelque part. Enfin frontale, je sais pas, parce qu'en même temps, justement, moi ce que j'ai compris, c'est effectivement il y a une forme de distance aussi que j'ai grâce à la France, une culture aussi française, d'aller remettre en question l'ordre établi, et le premier ordre établi, celui de la famille, la psychanalyse, tout ça, c'est des choses qui sont quand même qu'on connaît dans le documentaire, quoi. Cette démarche-là d'aller poser des questions à maman et papa, en fait, c'est la France, on le connaît bien. En Bulgarie, pas du tout. En Bulgarie, il y a un respect de la famille qui fait qu'on ne va pas aller là où c'est inconfortable. C'est être quelque part irrespectueux. Donc, et voilà, effectivement, de ce point de vue-là, ma culture française m'a beaucoup aidée, quoi. Et puis il y a la forme aussi, bon voilà, je continue. Parce qu'en Bulgarie, on ne voit pas trop de films documentaires comme ça, quoi, de création un peu, voilà, avec des formes, disons pas des reportages, quoi. Et je pense que, voilà, les gens, par exemple, les gens étaient dans la salle, les réactions, enfin, voilà, les gens rigolent, mais très très fort, ils hallucinent un peu, comme, voilà, du Skype comme ça, ou des trucs avec son portable, et que quelque part, j'ose voilà, mélanger à ce point-là des images. Voilà, les gens réagissaient beaucoup aussi autour de cette question-là. Voilà. Et alors, la première question... C'était autour du film La vie des autres, ouais. Ce qui me frappe, juste pour terminer, ce qui frappe, c'est qu'on a l'impression qu'il n'a pas du tout été vu par aucun des membres de la famille. La vie des autres ? Oui. Ah oui. Alors, si, effectivement, c'était d'ailleurs à un moment donné dans le montage, ma mère en parlait beaucoup parce qu'en fait, elle l'avait vu ici en France et ça l'avait quand même beaucoup marqué. Mais d'ailleurs, enfin, tout le monde, enfin, tous ceux qui ont vécu le régime, ce film, c'est vraiment... ouais, c'est très émouvant parce que c'est comme si on se replongeait dans l'espèce de pâte marécageuse, là, où, voilà... Ce qui fait le propre de ces régimes-là, c'est ce truc où effectivement on s'espionne les uns les autres, on est imbriqués, quoi. Enfin, et je me souviens à ce moment-là, enfin ma mère elle était vraiment bouleversée, elle m'avait dit, il faut absolument que tu ailles voir le film, j'ai pleuré, enfin, et elle s'était dit, un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, elle aussi avait l'impression qu'il n'y avait rien à raconter du régime, de ce qu'elle avait vécu elle, c'était bon, voilà, un peu gris, un peu.
Et en voyant la vie des autres, déjà, elle s'était dit, ouh là là, ah oui, attends, il y a un truc peut-être que j'ai pas encore bien compris. Mais voilà, ça s'était arrêté quelque part. Voilà. Bon. Et après, voilà, avec notre travail, avec Je vois à rouge, elle est allée beaucoup plus loin. Ma mère, en fait, elle s'est rendue compte que, effectivement, ce qu'elle pensait, en fait, ne jamais avoir rencontré, finalement, de gens qui avaient été réprimés. Oui, elle sait qu'il y en avait, mais autour d'elle, non, pas tellement. Et bien, en fait, ça, c'était faux. Et quelque part, elle avait... Parce qu'il y avait la culture du silence, parce que les gens avaient honte et peur, et donc voilà. Ben, en fait, elle leur avait jamais posé la question vraiment. Et il y en avait des très proches, il y en avait dans la famille. Et surtout, et c'est ça qu'elle raconte elle dans son roman aussi, c'est en fait, elle avait une histoire d'amour avant mon père avec un mec qui était comme de l'autre côté, parce que son grand-père avait été réprimé et que en fait jusqu'à lui, il y avait des vraies conséquences, quoi. Il pouvait pas faire d'études, enfin voilà, tout un tas de choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'avait jamais discuté. Donc en fait, ma mère, elle avait donc 18 ans, elle était avec lui, elle était folle amoureuse. Et à un moment donné, elle le trouvait bizarre, déprimé, en colère, marginal, ça allait pas, enfin... Elle, l'avenir radieux s'ouvrait, enfin, il y avait un truc comme ça. Et ils se sont séparés sans jamais parler des familles et de la politique. Ils se sont perdus de vue et là, récemment, ils se sont retrouvés et elle lui a dit « Mais tu sais, j'ai un dossier, c'est dingue !» Et il lui a dit « Ah bah oui, bah attends, moi je vais te raconter mon dossier, parce que j'en ai un aussi, mais il est de l'autre côté. » Et voilà, et donc ils ont pu se re-raconter en fait leur histoire d'amour avec cette couche... à la lumière de ça. Voilà, ouais. Donc voilà. Après, La vie des autres, oui, c'est un film de fiction. Et effectivement, c'est sûr que moi, voilà, pour revenir à l'autre question là, de la fiction, c'est sûr que j'avais envie aussi de jouer avec les fantasmes hein, que ça ouvre, ces questions-là de surveillance, d'espionnage... Voilà, je ne voulais pas seulement voilà, faire une enquête et puis me focaliser sur les faits, quoi. C'était l'idée d'essayer d'agiter toute cette matière fantasmatique, qu'elle soit voilà, de l'ordre des espions, des collabos, de l'inquisition, quoi, parce que moi j'incarne un peu une forme d'inquisitrice, donc voilà, comme si... En faisant cette recherche et ce film, eh ben, on se connectait tous à des sortes d'archétypes qui sont en nous, qui sont ceux-là, et bon voilà, on essaye d'en faire quelque chose. Il y avait au départ il y avait l'idée de l'auto-école, l'idée de la confrontation avec les parents, j'imagine, quand même ça c'était dès le départ, et les archives aussi. Alors la confrontation avec en fait moi au départ le tout départ c'était ouais, je peux vous raconter, c'est comme une petite anecdote, enfin je fais partie de la génération qui est née sous le communisme, et moi je me suis préparée à entrer dans la jeunesse communiste. J'étais censée à l'école à un moment donné passer un rite où on nous décerne un foulard rouge. On devient ce qu'on appelle donc pionnier, et à partir de ce moment-là, ça y est, on fait partie du collectif, on devient grand, voilà quoi, on est comme les autres, etc. Et donc moi, j'ai vraiment, comme tout le monde, hein, je rêvais quoi que ce jour arrive au plus vite. Et en fait, quelques mois avant la cérémonie, le régime est tombé, et donc on nous a dit bon voilà, tant pis, c'est fini. La cérémonie est annulée, plus de foulard et plus rien du tout. Et puis voilà, nous on est partis en France, tout ça a été très flou pour moi, j'avais 8 ans, donc je ne sais pas trop ce que j'ai compris de tout ça. Mais cette histoire de foulard est restée, quoi, un peu comme une sorte d'obsession, un peu bizarre, qui incarnait vraiment pour le coup ma nostalgie. Ma nostalgie de ce temps, de ce monde aussi, un peu voilà, naufragé. Et au départ, en fait, voilà, l'idée c'était, ok, je sais pas trop ce que je vais aller faire en Bulgarie, mais je vais aller chercher mon foulard, mais comme un truc un peu symbolique, voilà. Et je savais qu'il y avait quelque chose sûrement de provocateur dedans, puisque quand même il incarnait plein d'autres choses, mais je savais pas trop. C'était comme une espèce de fétiche
d'objets comme ça qui traînent au-dessus de l'armoire familiale, effectivement, où j'ai l'impression qu'il faut que je tire dessus, je sens qu'il y a d'autres trucs derrière là qui vont arriver. Et puis avec ces manifs où les gens vraiment utilisaient beaucoup en fait ces imageries communistes, justement ces foulards pour se moquer, enfin voilà, je me suis dit waouh, ok, en fait ça m'a confirmé qu'il fallait que je tire dessus, mais d'une manière, sûrement d'une autre manière. Et bon voilà, et j'ai fait tomber l'armoire quoi, pour le coup, en tirant très fort. Mais voilà, et je pense qu'il y avait un endroit dans mon désir tout premier, l'envie de revenir sur qu'est-ce qu'il y a dans ces pionniers, quoi, dans ces petits soldats là. Donc je voulais effectivement aller voir ces archives que je connaissais voilà, de mon enfance, mais j'avais ça en tête, et donc ça s'est fait dans un ordre un peu différent, c'est-à-dire que j'ai d'abord tourné avec mes parents, il y a eu toute cette histoire de police secrète, puis je suis allée fouiller dans les archives de la propagande, et là en fait c'était très fort parce que en voyant tous ces défilés, ces cérémonies avec les pionniers, en fait il fallait bien admettre que je me reconnaissais en eux en fait. C'est-à-dire que ce côté petit soldat, là, prêt à tout, un peu dans une sorte de dévotion, d'exemplarité, enfin, vous voyez, ce genre de choses, je l'avais en moi, quoi. C'est un truc que j'avais quand même bien incorporé. Et je pense que ça a été un moment très important, en tout cas dans mon processus de travail, c'est que cette séquence avec mon père où il me dit mais tu me fais penser à Pavlik, à ce petit pionnier qui trahit sa famille, qui vend son père au KGB, voilà quoi tu me fais penser, ça a résonné parce qu'effectivement il y avait quelque chose de ça au nom du cinéma, de la vérité, voilà je récupère ce petit soldat quoi. Et donc voilà un endroit c'est voilà ce mélange du vécu, des archives, voilà m'a amené là. C'est pour ça que ça commence avec la séquence une séquence d'archives. Effectivement, ouais. Oui, ça c'est c'est ce qui peut lancer. Oui, ça c'est les enfants avant leur foulard rouge, on a le bleu. Je voulais savoir, est-ce que ton compagnon s'est impliqué dans ton travail? Parce que moi, quand je l'ai ressenti dans le film, c'est qu'il est extrêmement passif. Genre, le moment où tu es bouleversé par tout ce que tu as appris, il parle pas. Et juste, il t'écoute et il dit rien. Ouais. Alors, oui. Alors, il était très impliqué. Alors, bon, comme il était, si tu veux, c'est... Dans le processus de tournage, en fait, il y a des moments où il était en France, il y a des moments où il était en Bulgarie, en fait, avec moi. Et donc, il y a plein de moments où on me voit à l'image, en fait, c'est lui qui me filme. Et si tu veux, c'est un film de famille de bout en bout, quoi, quelque part. Et je pense que ça m'a aidé, en fait, que ce soit lui qui me filme, parce que ça permettait une intimité aussi, voilà, que j'aurais pas pu avoir, je pense, si j'avais une équipe plus classique. Après, voilà, effectivement, les scènes qui ont été choisies, en tout cas au montage, parce que, bon, tu vois, il y a évidemment... effectivement, c'est des scènes où il est... Enfin, il y en a que deux, hein, mais où il est... pour moi, il incarne... oui, aussi le point de vue français devant toute cette espèce de je sais pas comment dire... ce bougli-bouglage, comme on dit déjà, ce marasme, quoi, auquel il peut pas complètement... Enfin, il peut pas tout comprendre. Et pour moi, c'était... Voilà, il est là, il écoute, effectivement, il est bienveillant. Il y a voilà, une autre couche quoi, dans le film qui est effectivement cet amour qui est là et qui protège quelque chose. Et puis la fin, voilà, un enfant qui arrive, et je pense que tout ça faisait sens. Mais il n'a pas de conseils à me donner, quoi. C'est pas comme le moniteur d'auto-école. C'est quand même un autre monde. Et pour moi, c'était important qu'il y ait la France à un endroit. Voilà, je voulais qu'on sente que j'étais un personnage français qui retournait en Bulgarie. Donc ça me permettait aussi d'incarner par la langue, tout simplement. Bonsoir. Juste un point d'histoire.
on voit Zhukov qui descend à la cave à un moment donné. Et je voulais savoir s'il a été vraiment le héros à la résistance nazie qu'on a dit. Alors là on le voit descendre à la cave, un peu, ça ressemble à des images de Ceausescu, par exemple, quand il a été arrêté. Comment il a terminé sa vie aussi, Zhukov, je ne sais pas trop. Zhivkov, ouais. Et ben Zhivkov, il a terminé plutôt tranquillement. Il est resté, alors, je sais pas, je crois qu'il est resté 36 ou 37 ans au pouvoir. Il faisait partie de... En fait, la Bulgarie était c'est comme ça qu'on l'appelait, quoi. C'était le bon élève de l'Empire, quoi, soviétique. Enfin, voilà. Ils étaient sages. Voilà. Et donc Zhivkov a beaucoup contribué à cette place-là. Et à la fin, donc, il a en fait été jugé, de ce que je sais, pour... on a réussi à le coincer vaguement et encore sur des histoires de corruption. Des petites histoires de corruption, voilà. Parce qu'il avait quand même bien gardé toutes ses factures. Je sais plus, il y a une histoire comme ça où même là-dessus, en fait, ils n'ont pas trop réussi. Mais oui, cette image, elle est quand même... pour moi, elle était très très forte parce que Zhivkov, pour moi en tout cas, c'était comme une sorte de papa. Enfin, vraiment, on l'appelait d'ailleurs comme ça. Son prénom, c'est Todor Tato, et ça veut dire papa en bulgare. Donc voilà, pour une petite fille, il est là tout le temps à la télé. Ma famille parle tout le temps de lui. On disait tout le temps, ah oui, Todor Zhivkov dit qu'il faut éteindre la lumière pour faire des économies d'électricité. Et bien ça, voilà, on est un enfant, on obéit, enfin même on l'intériorise, on le reproduit. Et donc, moi je me souviens pas très bien, disons, de qu'est-ce que je me suis raconté sur la situation politique, ce régime qui tombe. Je pense qu'à cette époque, on parlait pas trop aux enfants, donc voilà. Mais je me souviens d'un climat très étrange. Et alors, je sais pas si j'ai vu cette image, mais en tout cas là, quand je l'ai revue, cette espèce d'icône qui descend dans une sorte de cave, où est-ce qu'il va là, voilà, pour moi ça incarnait ce tournant où les héros sont destitués, le vent tourne, quoi. Voilà. C'est par rapport à vos deux parents. Il me semble qu'il peut paraître surprenant que votre père ait accepté si facilement de présenter le film, etc. Parce que moi, il me semble pas du tout être au même niveau que votre mère. C'est-à-dire que il paraît avoir eu un rôle beaucoup plus actif dans la police secrète. Je sais pas. Enfin, c'est en tout cas peut-être ce qu'on peut tirer du film. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai un peu senti. D'ailleurs, par contre, il n'y a pas de dossier. En tout cas, vous ne le montrez pas dans votre film. Donc, je sais pas. C'était. Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas de dossier, effectivement. Lui, en fait, après au moment où la commission a ouvert ses archives, donc c'était il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant, il est tout de suite allé voir, il est de lui-même, quoi, sans que sa fille le pousse avec une caméra. Il n'y avait rien. Et ça le surprenait, parce que lui était persuadé d'avoir été surveillé. Des gens lui avaient dit qu'il avait été surveillé. Bon. Je pense qu'il était un peu déçu de ne pas avoir eu de dossier de surveillance. Et puis on y est retourné quand même pour le film, parce qu'on nous disait que parfois les dossiers ressortent, en fait ils font des recherches en permanence, donc parfois ça ressort. Et il n'y avait rien, effectivement. Après, on m'a expliqué que probablement mon père était membre du parti et assez actif, effectivement, dans le milieu de l'art. Voilà. Et il est possible qu'en fait, pour la police secrète, on considérait certains membres du parti comme étant déjà, quelque part, pas besoin de les recruter. Ils sont en train de faire un petit travail de propagande suffisamment nécessaire. Pas la peine d'aller plus loin, quoi, quelque part. Donc voilà, moi je vois ça comme ça. Après... Mon père, alors, il a des problèmes avec le film. Hein. Il a accepté, il est venu le présenter avec moi, et puis après, il a quand même des problèmes. Et lui, je pense qu'il ne viendrait pas ce soir. C'est difficile avec lui,
Effectivement, il n'a pas la même place aussi parce que dans le tournage, quelque part, bon, il y a eu ce dossier avec ma mère et cette quête qu'on a faite avec l'agent, le trade show, etc. Et qui a fait qu'il y a eu plein de séquences en fait qui sont arrivées, et puis voilà, une dramaturgie qui s'est dessinée de ce côté-là. Mais j'avais des séquences aussi avec mon père, c'est-à-dire pas sur Skype, quoi, des vraies séquences, mais quelque part ça marchait pas complètement, quoi. On rentrait pas complètement dans le film. Et je pense que ça joue beaucoup en fait dans le rapport qu'on a avec lui, c'est-à-dire que dans le film il incarne un peu mon antagoniste, avec tout un argumentaire que moi je trouve très intéressant en fait. Je trouve qu'il est un super antagoniste, quoi, disons que la manière dont j'ai essayé de construire le film avec toute cette deuxième partie où on a aussi le point de vue de mes parents sur ma démarche, et j'aimerais que le spectateur ne soit pas obligé de s'identifier à moi jusqu'au bout et qui se pose la question de mais jusqu'où va-t-elle, est-ce bien légitime tout ça, est-ce que ça va pas trop loin, enfin voilà. Et celui qui donne les arguments, c'est mon père en fait, pour pour poser la ligne rouge, quoi. Enfin, je profite du micro qui est à côté de moi. Alors, du point de vue de la forme, j'ai eu un peu peur au début. Je me suis dit, bon. Mais après, très rapidement, je trouve qu'elle est très originale, elle est très prenante, et ça m'a fait un peu penser, comme si vous vous engagiez dans un courant un peu ouvert par le film Taxi Téhéran, par exemple, où ça se mélange à la fois de fiction et de reportage, et ça c'est très fort. Alors concernant la dissidence, il faut savoir qu'en Bulgarie il y avait des vrais communistes qui étaient enfermés, et dans les années 90, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y avait un certain Dimitar Gatchev qui était militant de la 4e internationale, militant trotskiste, qui a passé pratiquement toute sa vie en prison, et quand on l'a su, on a mené une campagne pour qu'il soit libéré. C'était les années 90. Il avait plus de 90 ans. Il est venu à Paris. On a fait un meeting. Bon, et quelques années après, il est mort. Voilà. Donc, il faut savoir aussi qu'il y avait des gens comme ça, des opposants, et qui se réclamaient du communisme, et du communisme du véritable. Alors, concernant le choix que vous avez fait, qui est très fort, en particulier de vous confronter à votre histoire familiale, mais peut-être que vous avez déjà un petit peu répondu. Est-ce que ça ne vous a pas, à un moment donné, posé un obstacle, et dire, ben oui, jusqu'où je vais aller? Est-ce qu'il n'aurait été pas plus facile, mais peut-être moins fort, de faire un reportage plus, disons, plus global, parmi d'autres gens? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, alors? Oui, bien sûr, ça aurait été beaucoup plus facile, ouais. Moi, une fois que j'étais dedans, je pouvais plus... voilà, c'était... En fait, c'est vrai qu'il y a eu un effet un peu étrange pendant le tournage où, moi, au départ, je pensais poser des questions sur mes grands-parents. Voilà, je m'étais dit, oh là là, il y a quelque chose qui m'échappe un peu, là. Pourquoi ils ont autant voyagé? Enfin, voilà, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne pensais pas du tout que ça allait concerner à ce point-là mes parents directement. Et petit à petit, ça a créé un conflit avec eux, effectivement, cette question-là. Et plus le conflit grandissait, plus je me disais, oh là là, mais ça, c'est ça le film, en fait. C'est là que se situe l'enjeu du film. Et donc, il y avait comme plusieurs parties en moi, quoi. Il y avait d'un côté la fille qui aime ses parents, enfin qui a très peur de ce que ça va provoquer, et puis la réalisatrice, et puis aussi quand même autre chose, je pense que j'avais une espèce d'intuition que quand même mes parents étaient très forts, voilà, qu'ils avaient quelque chose dans leur caractère, enfin je sais pas comment dire, mais qu'ils allaient pouvoir assumer ça jusqu'au bout, et voilà, et que moi aussi j'allais essayer
de faire un film avec cet amour que j'ai pour eux. Je pense qu'il y a un truc qui m'a poussée aussi à faire ce film comme ça, qui est, il n'y a pas que cette couche de, mes parents ont fait des sales choses. Il y avait, je pense, une autre couche qui était, je veux mettre mes parents sur un grand écran et montrer comme ils sont fins. Enfin voilà, il y a plein de choses quand moi je regardais les rushs où j'étais épatée par eux. Et donc voilà, voilà, il y avait cette intuition que quelque part, je ne savais pas exactement comment on allait s'en sortir, mais qu'il y avait une vertu, je ne sais pas si c'est thérapeutique le mot, mais enfin, je ne sais pas, un truc qui allait nous faire nous transformer et avancer. Et j'y crois toujours. Enfin, c'est sûr, avec ma mère, il n'y a aucun doute maintenant, et avec mon père, c'est en chemin, voilà. Et en ce qui me concerne, c'est ce que je te disais, Corinne, tout à l'heure, c'est que le film, très probablement, m'a aidé à passer un cap aussi, de devenir maman à mon tour. Je pense qu'il y a quelque chose de... comme si je pouvais maintenant que ce travail avait été fait, je pouvais poursuivre la lignée de transmission. Et puis aussi... mon enfant, parce que je suis tombée enceinte en fait au moment où j'étais en montage, et je pense que ça m'a aussi aidé à finir le film. Disons que la question de devenir parent à mon tour et de me dire oh là là, mais en fait un jour moi aussi je vais passer sur le grill, ça m'a permis de me distancier, de me dire ok, c'est l'intérêt de cet objet, ça va être justement tout ce tournant où on me voit franchir des lignes qui sont peut-être questionnables, quoi. Juste peut-être une dernière remarque et puis après un petit peu en réponse à ce que vous disiez, est-ce que ça n'aurait pas été plus facile de faire un documentaire plus classique, on va dire, qui peut-être plus informatif et puis plus visiblement objectif, parce que l'objectivité n'existe pas comme chacun sait. Mais ici, la forme métaphorise beaucoup. Voilà, il y a des personnages qui se détachent. Tu as parlé du coryphée, de l'antagoniste. Ta mère est une complice aventurière. Enfin, il y a comme ça, et puis il y a l'homme de l'ombre. Enfin, on a vraiment des figures. Voilà, ça dessine des figures. Ça dessine presque quelque chose de l'ordre de la tragédie, mais à la différence que tu avais le soupçon fondé que ça n'allait pas mal tourner finalement, hein, que tes parents sont de belle personne et que voilà, il n'y avait pas de, t'allais pas trouver une saleté derrière le tapis, c'était sûr. Mais en revanche, la complexité de la vie et que la forme du film, la forme que tu lui as donnée, eh bien détache. Voilà, détache, métaphorise, fait que ce n'est pas ton histoire avec tes parents, mais que c'est véritablement comment les hommes et les femmes se débrouillent dans un système comme ça, avec leurs peurs, avec leurs besoins, avec leurs désirs, avec tout ça. Et c'est la forme qui crée ça très fortement. Donc ça, c'est la remarque. Et la question serait, est-ce que ce que je te dis là, tu en as eu conscience à un moment, ou c'était une fois le film fini, ou tu t'en es aperçu au moment de la construction? Ou c'était qu'une intuition, peut-être? C'est une intuition, c'était là tout le temps. Comment dire ça? Moi, je me souviens d'une phrase, il y a un documentaire de Ferrara, où il y a une actrice, Lily Taylor, qui se met à expliquer un truc assez basique, en fait. Elle dit, plus on plonge en soi, à l'intérieur, au profond de l'intime, et plus c'est comme s'il y avait des sortes de racines qui se dessinaient et qui en fait te connectaient avec les autres. Et voilà, c'est-à-dire plus c'est subjectif et plus ça devient universel. Enfin voilà, pour aller vite. Et c'est ce genre d'intuition que j'avais effectivement, que en allant parler à la première personne et
en assumant cette subjectivité, mais en la travaillant de façon métaphorique, effectivement, c'est le mot, je pense, ça allait résonner avec aussi des gens qui, d'ailleurs, n'ont pas cette histoire. Enfin, voilà, c'est aussi un film sur voilà, le dialogue ou la difficulté du dialogue entre les générations, quand bien même on n'a pas vécu de dictature ou de quoi que ce soit d'autre. Voilà. Donc, c'est vraiment, une sorte de... je sais pas, d'intention fondamentale qui a été là de A à Z, quoi. Et qui pour moi est le sens du cinéma. Enfin, c'est cette identification très étrange qu'on a. Voilà, on va dans des salles, on voit des gens qui n'ont rien à voir avec nous, des vies qui n'ont rien à voir, et ça nous bouleverse. Et voilà, enfin, moi c'est pour ça que j'essaie de faire ça. Ce sera le joli mot de la fin. Ok. Merci beaucoup, Merci. Virginie.